Le soleil, les merveilles du pays, un réveil de fraîcheur et de vie. Ensemble, vivons un moment de nostalgie. Bonjour et bon réveil à tous. Merci d'être avec nous ce matin dans Bonjour d'Algérie. Ce matin, nous allons parler d'art à travers d'abord une rubrique, celle qui est consacrée à la littérature et qui est menée par Jawdet Gessouma, ce journaliste et homme d'écriture et de littérature donc très connu, qui viendra nous parler des nouveautés littéraires de 2021. Aujourd'hui, il ouvre le bal avec Zelda, un ouvrage signé Mariam Gamache. C'est un de ces romans plein d'humour et aussi de rebondissements qu'on va découvrir. Et c'est aux éditions Casbah qu'a été édité cet ouvrage très intéressant. On va faire une immersion dans l'univers de Mariam Gamache tout à l'heure avec Jawdet Gessouma et aussi nous aurons l'occasion de parler d'art et de culture également avec un invité qui sera en direct de Valence avec nous. Il s'agit de Zinedine Sefadj. Zinedine Sefadj qui est cet architecte, docteur en histoire de l'art et de l'archéologie islamique. Cet universitaire, encore doctorant, sur les bancs justement des maîtrises dans différents domaines, notamment ceux des arts et de la culture. Il est porteur de projet et aujourd'hui il va nous parler d'un très beau projet concernant l'Algérie et une maison consacrée à notre pays, justement à l'étranger. Alors, c'est une plateforme d'échange très intéressante qu'on découvrira tout à l'heure. Alors, aujourd'hui, nous aurons aussi l'occasion de parler des risques majeurs des catastrophes naturelles à travers un club très actif qui œuvre dans la sensibilisation en vue de diminuer ces risques. Voilà, il y a des personnes quand même qui réfléchissent à long terme et bien sûr, bien qu'on soit jamais préparé à une catastrophe naturelle, il y a aussi des manières de les aborder autrement et d'essayer de diminuer au moins les conséquences de celles-ci. Aujourd'hui, nous aurons aussi le plaisir de recevoir Monsieur Ghezli Rachid, qui est commissaire principal et sous-directeur de la prévention de la sécurité routière. C'est à l'occasion de la Journée nationale de la prévention routière que nous le recevons. Vous aurez deviné, nous aurons l'occasion de parler largement des dangers de la route. Nous n'oublierons pas de citer également Aïda Meshri, qui sera de la partie et qui nous parlera des seniors et de la manière de les aborder, de la manière de prendre soin d'eux. À tout de suite, messieurs, dames, après ce point météo. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, Aynama Kuntum. Bonjour Amel. Bonjour Nadia. Mesdames, messieurs, aurait été plus juste. C'est pas grave. Ouais, plus ça adapté passe. quand même. Mais ça passe, c'est pas grave. Voilà madame, comment allez-vous? Ça va Nadia, et toi? Ça va ce matin? Ça va, merci, oui. Alhamdulillah. 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 Donc on va découvrir avec vous les nouvelles du ciel tout de suite, s'il vous plaît. Merci Radia. Bonjour à tous et bon réveil. Et bien pour aujourd'hui, le ciel se montrera plutôt ensoleillé sur les régions de l'ouest également, vers l'intérieur et le plateau du centre. Par contre, près des côtes, centre et vers les régions de l'est, eh bien le ciel restera passagèrement nuageux, mais ces nuages seront assez denses sur les régions de l'est qui peuvent donner quelques pluies parfois orageuses vers les côtes est. La moitié sud, excepté quelques voiles sur le sud-ouest et de la brume cette fois-ci vers le sud des oasis. Partout ailleurs, eh bien, le soleil va prédominer tout au long de la journée. Et à noter des semaines de sable cette fois-ci vers le Sahara central. Les températures, quant à elles, eh bien, elles vont se rafraîchir, mais plus vers l'intérieur est, avec un minimum de 16 degrés du côté de Batna, 17 du côté de Sétif, 23 à Naba, 20 degrés à Djelfa, 21 degrés à Albiod, 24 à Youzou, 22 vers Tiaret, 25 à Alger, 27 à Oran, 28 degrés à Tlemcen. Au sud, eh bien, on relèvera 27 degrés Gardaïa Biskra, 30 à Béchar, également Janet, 32 du côté de Tamanrasset, 34 à Elizi, 37 à Drar Insalah. Et enfin, le maximum cette fois-ci à Borj Bedji Mokhtar avec 40 degrés. La mer aujourd'hui, eh bien, elle se montrera plutôt peu agitée sur les côtes ouest et centre, mais très agitée sur les côtes est. Les vents souffleront entre 10 et 20 km/h sur les côtes ouest et centre, mais 30 à 60 km/h sur les côtes est de secteur nord-ouest. Et on termine ce bulletin avec l'éphéméride. Pour aujourd'hui, eh bien, le soleil se couchera vers 18h12. Et pour davantage d'informations, bien sûr, vous avez les sites de Météo Algérie, les 3 w.meteo.dz.
Voilà, je vous retrouve tout à l'heure, juste après le journal télévisé de midi. Et d'ici là, très très bonne matinée. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, أينما كنتم. Merci Amel. C'est moi qui vous remercie. Voilà, je vous souhaite une agréable journée. Excellente journée. Voilà qui était précis, concis. Voilà, bien ficelé, des cartes si bien racontées, décryptées Merci. par vous. Donc c'est toujours agréable de vous retrouver le matin, Amel. Donc C'est gentil, voilà, Radia, c'est on se réciproque. retrouvera la semaine prochaine parce Inch'Allah, que bien c'est sûr. déjà le week-end pour moi. Moi aussi, Ah bah pareil. on est Alors, pareil. Super, super, profitez-en bien, Bah vous aussi. ainsi que les vôtres. Puis voilà, on revient vers les téléspectateurs pour leur annoncer la suite, bien sûr. Il s'agit d'une chanson parce que c'est la coutume et la tradition dans Bonjour d'Algérie d'offrir une chanson au départ. Cette fois-ci, le choix s'est porté sur les citoyens du monde, ce groupe algérien qui reprend de fort belle manière Chir El Hasnaoui. يحل الذوحي وثقل غنهلك ذير الحالة الذوحي وثقل غنهلك ذير الحالة مصغيضينك الغير ضم يقارى لولا مصغيضينك الغير ضم يقارى لولا ما يهوى يميز مدي غالمري مفكي غلوكالا ما يهوى يميز مدي غالمري مفكي غلوكالا ما سخام قراس كناك موالي ذك ذي حرمنا دام كمثل كظمة ذنكر غي فراخش ما سخام قراس كناك موالي ذك ذي حرمنا دام كمثل كظمة ذنكر غي محمل ما تشذ الحرم نفرح نحلاوي مين موالا ما تشذ الحرم نفرح نحلاوي مين موالا تفغيضينك الغير ظلم يقارى لولا تفغيضينك الغير ظلم يقارى لولا ما يهوى يميز مدي غالمري مفكي غلوكالا ما يهوى يميز مدي غالمري مفكي غلوكالا Voilà, c'était là le groupe. Ah,
C'était là le groupe, voilà. Une image qui s'est un petit peu glissée. Donc, Citoyens du monde, venez de nous interpréter donc un des beaux titres de Cheikh El Hasnaoui, une reprise qu'on a appréciée ensemble. Et franchement, je remercie Aïd Mahidine de nous faire de nous offrir toutes ces découvertes de bon matin. Franchement, ça continue depuis une semaine. Franchement, ce sont de belles découvertes. Je n'ai jamais entendu parler de ce groupe et c'est une belle découverte aussi. Ça va, vous allez bien, le rythme, la musique, ça va bien. Voilà, l'image vous a montré, donc voilà, inutile de dire que vous êtes là, mais bienvenue. Merci, je vous remercie. Ça va? Très bien, très bien. Alhamdulillah. Donc je rappelle quand même pour ceux qui ne vous connaissent pas que vous êtes là en qualité donc de rubricard. Vous nous parlez un petit peu de psychologie selon des thématiques que vous choisissez. Aujourd'hui, vous vous intéressez particulièrement aux seniors, n'est-ce pas? Ah oui, mais voilà, moi je dirais merci Yazid encore une fois. Ah, il nous invite à vivre et à partager des thématiques extrêmement importantes. Et voilà, aujourd'hui, il nous invite à visiter un tout petit peu un cycle de vie dans lequel probablement qu'on met beaucoup de gants, on évite des fois et probablement qu'on met beaucoup plus d'étiquettes. Ça marche pas, c'est un âge critique, c'est la fleur d'âge. Comment on peut vraiment aborder ce cycle de vie, comment on pourra parler de ses parents, de ses adultes, de ces personnes qui ont laissé une trace, qui continuent à vivre des moments important pour eux. Oui, est-ce que c'est propre à toutes les sociétés ou est-ce que c'est seulement chez nous qu'on a cette pudeur à nommer le troisième âge? Non, je crois que ça c'est généralisé. C'est pour ça que c'est très important de dire que dans la classification déjà d'emblée, il y a des groupes. Alors, on va commencer par les baby boomers, ceux qui frôlent un peu l'âge de la retraite. Ils sont là, on va dire, ceux qui vont le devenir. Hein. C'est associé un tout petit peu à ce cycle de travail dans le monde professionnel, mais aussi dans le cycle de vie familiale et qui partagent avec leurs enfants, lorsqu'on est grand-père ou grand-mère, déjà ça commence. Déjà, je dirais un peu plus tôt, hein, parce que voilà, si on continue à classer un tout petit peu cette catégorie, ben il y a les jeunes seniors, il y a les seniors à partir de 70 ans, 90 ans, et puis il y a les grands seniors, là à partir de 90 ans, 90, et puis on avance dans l'âge. Chaque cycle de vie, il a sa spécificité, il a ses repères, il a sa qualité, parce que ça reste, quand on parle de ces tranches d'âge, on parle des générations. Et si on parle de génération, ça c'est spécifique à chaque groupe, à chaque société, dans leur développement. Chaque cycle de vie donne la spécificité du vécu de l'individu. Ça veut dire qu'ils partagent les mêmes traditions, le même vécu, les mêmes événements. Et ça laisse et ça donne un savoir-faire, un partage dans lequel vous savez que c'est ça qui donne la force de revenir dans la nostalgie pour revivre une étape un peu plus jeune ou voilà, imaginer comment on peut réparer, instaurer, donner. C'est ça qui donne la référence et c'est ça qui donne la force d'une génération. Dans certains groupes communautaires, cette tranche d'âge donc est synonyme de sagesse, est synonyme de savoir-faire et de vécu important et pluriel. Donc, elles revêtent donc ces catégories de personnes âgées ont leur importance de par cette expérience, cette sagesse est prise en compte. Mais dans d'autres communautés, en revanche, il n'y a pas cette continuité. On a tendance à les oublier, à les mettre de côté, de les mettre à l'écart. Il me semble que dans ce discours, c'est important de pouvoir dire comment l'individu d'emblée s'inscrit dans ce parcours. Parce que vous savez, il y a des gens qui continuent à accrocher à la vie. Si je cite uniquement une maladie chronique, vous savez très bien que la santé physique et la santé mentale fait que, à partir d'un certain âge, on commence à changer. Voilà, le corps n'est plus le même, l'esprit n'est plus le même, l'énergie n'est plus la même. Ça nous invite à voir un tout petit peu que cette casquette de
de parfait, l'image parfaite, voilà, qu'on ne change pas dans le temps, tout ça, tombe un tout petit peu, nous invite à nous voir d'un autre angle, ces petits rides qui s'installent, ces petits bobos qui s'installent comme ça. Et voilà comment il y a des catégories de personnes, et c'est là que les personnes s'inscrivent un tout petit peu dans ces groupes pour pouvoir dire j'existe encore, je continue à écrire, je continue à donner, je continue à dessiner, je continue à tisser les liens sociaux, parce que vous savez, la richesse, après un certain moment, dans le don, dans le travail, on prend conscience qu'on n'a pas pris l'essentiel. Et c'est à partir de là c'est à partir de ce cycle de vie que les gens palpent un peu le temps de découvrir leur plaisir. Le plaisir de vivre et de partager. Et vous savez, c'est là où ils vont accepter. La dernière fois, on avait parlé de ces maladies qui peuvent nous frôler, et quand les gens font ce parcours d'acceptation, comment je fais pour vraiment accepter mon corps, accepter le changement et le vivre dans un autre mode. C'est pour ça que les gens qui refusent de le faire ou qui font des mauvais passages, on a quand même l'image décalée, on a comme un petit décalage, soit dans leurs habits, qui continuent à habiller un peu plus jeunes par rapport à leur âge, continuent à donner un peu plus d'énergie là où ils ne peuvent pas, parce que voilà, ils n'ont pas le punch de la jeunesse, ils n'ont pas le même rythme, mais ils continuent à probablement produire quelque chose, mais pas avec la même... C'est ça qu'on parle de jeunesse de l'esprit, souvent quand on parle, voilà. À ce moment-là, souvent on évoque, mais il est jeune d'esprit, il est jeune d'esprit parce qu'il est plein de vitalité, il a énormément d'envie, de volonté. Je citerai à titre d'exemple deux artistes peintres algériens, donc par exemple Zoria Telaïch ou alors Mohamed Massen qui est sculpteur, la première est artiste peintre. Leur talent s'est révélé après la retraite. Absolument, c'est la maturation. C'est pour ça que c'est très important de dire qu'après recul, on peut justement faire abstraction, les accompagner dans les phases de déprime, de solitude, de changement d'humour, là où il y a vraiment des passages toxiques, il y a des passages difficiles, surtout s'ils perdent les partenaires, surtout s'ils perdent un tout petit peu les repères de la famille. La famille change dans le temps, il y a ceux qui partent, ceux qui voyagent, ceux qui se marient, il y a beaucoup de choses comme ça dans la dynamique d'une famille qui change, et c'est là où il faut chercher cette maturation pour leur permettre de continuer à être artiste, de continuer à écrire, de continuer à chanter. Vous savez, ça, ils le donnent avec beaucoup de plaisir et de force. Et si je parle de plaisir, je l'associe aussi à ce désir, parce que vous savez, je ne peux pas passer un cycle de vie extrêmement important, parce qu'on a chez la femme, l'homme, ce désir libidinal aussi, on a comme l'impression qu'ils vont changer, qu'ils n'ont plus la même force, mais c'est pas vrai. Non, il peut y avoir des étincelles d'amour aussi à cet âge-là, il faut prendre absolument en considération. Beaucoup de désirs, et c'est à partir de là qu'on peut dire que, voilà, même si la femme parle d'un cycle de ménopause, ou ce n'est pas un point et un arrêt, mais c'est un redémarrage vers un autre désir dans la vie qu'il faut vraiment partager avec ces personnes. Il faut leur donner la possibilité vraiment de lire les choses et de dire les choses différemment. Ils sont différents de par quelque chose, je dirais, Aïda Machri, dans le sens où il y a une lenteur qui s'installe quand on vieillit. Et c'est vrai que parfois, les jeunes n'ont pas la patience d'écouter jusqu'au bout les histoires des vieux, et pourtant, il faut le faire. Il faut avoir cette patience, leur donner l'impression, voilà, leur donner l'importance qu'ils méritent, en tout cas, en les écoutant. Moi, je dirais c'est la richesse des générations. C'est ça qui fait que, voilà, il y a beaucoup d'hommes très anxieux, femmes aussi anxieuses qui sont là, difficiles. Mais après un certain moment dans les épreuves de vie, après les séparations, ils ont quelque chose comme ça dans la sagesse qui s'installe. La richesse des générations donne un tout petit peu cette force de pouvoir vraiment accompagner les enfants. Qu'est-ce qui nous donne cette force de pouvoir accompagner les élèves dans leur scolarité, les petits bébés, on a du recul. On vit, on voit l'autre, comment on peut l'aider, parce qu'en fin de compte, on a fait un cycle de vie, là où on a compris qu'est-ce qui peut nourrir et qu'est-ce qui peut être dangereux, qu'est-ce qu'on perd en fin de compte dans la vie. C'est pour ça probablement, c'est en France. On ne s'adresse pas à eux justement pour leur poser certaines questions relatives à notre vie. On se dit, peut-être qu'ils sont dépassés. Mais ce n'est pas toujours le cas. Parfois, leurs conseils peuvent être utiles et même vitaux. C'est pour ça que probablement, dans les parents qui sont là derrière les ados, conseillent, il ne faut pas faire ça. Mais vous savez, les jeunes, ils ont plutôt tendance à les regarder, à rejeter un tout petit peu leurs propositions. Mais après un cycle
voilà, après un petit passage, ben, les jeunes comprennent quand même qu'ils ont dit une propre parole, une parole qui était de valeur pour ne pas être trahi, pour ne pas vraiment frôler l'échec, pour vraiment maintenir, avoir la volonté de pouvoir continuer. C'est ça, je crois que c'est ces points, ces forces qu'on doit vraiment se tenir chez ces personnes. Et je crois que oui, comment on peut vraiment créer ces groupes et avoir cette force de pouvoir vraiment vivre les différents cycles de vie dans ma société, là où on peut épauler la différence, mais aussi ceux qui portent un handicap. Comment on peut les regarder d'un autre œil, là où ils peuvent être utiles avec force, ils peuvent être, avoir une force de don et une force de générosité parce qu'ils comprennent, ils ont compris que la vraie valeur, elle est dans l'amour, dans le lien social, elle est dans l'échange avec les membres de famille. C'est pour ça qu'il y a quelque chose comme ça qui renaît, qui donne un tout petit peu cette force de pouvoir vraiment vivre autrement. Et ces femmes qui deviennent très belles, ces hommes qui peuvent être un beau refuge, effectivement, plein de douceur. Qui commencent à voyager, visiter les pays, voyager, inviter, vivre l'échange avec les autres dans les différents arts. Et je crois que c'est là où il faut vraiment les soutenir et puis dépasser tout ce qui peut être maladie, tout ce qui peut être anxieux, des angoisses de cycle de vie pour leur permettre de vivre chaque âge avec son secret, chaque âge avec sa force et ses qualités. Et oui, et ce sont de véritables encyclopédies, des fois, oui, de notre mémoire ou de la mémoire de la famille. Donc, c'est bien utile vraiment de prendre soin d'eux et de les écouter. Merci Aïda Mechli. Merci à vous. Vraiment merci de nous avoir permis de parler des seniors ce matin. Voilà, le Bonjour d'Algérie se poursuit, mesdames, messieurs. Restez avec nous. C'est pour tout de suite après ceci. J'avais promis la suite avec justement tout d'abord Jawdet Gessouma ici présent. Bonjour Jawdet. Vous êtes là pour la rubrique littéraire pour nous permettre de découvrir un petit peu les nouveautés littéraires de cette année 2021. Voilà, donc cette année, ça sera Inch'Allah le jeudi
Voilà. Oui, d'accord. Détendu, bien, Super, cool, en tout relax. cas, je suis très contente de te retrouver après une si longue absence. C'est aussi le comeback pour toi sur le plateau de Bonjour d'Algérie. Voilà. Après une petite absence, une petite. Voilà, juste Voilà. pour l'été. Merci d'être là, Jawdet. Merci à vous. Merci également à Sarah Bessaï d'être là avec nous. Donc, Sarah, c'est vous. Et vous êtes étudiante en pharmacie, autant que Mjahedlina Mariama. Très joli prénom. Merci beaucoup. Bienvenue. Vous aussi, vous étudiez donc en pharmacie, donc vous avez des journées pleines, j'imagine, et un cycle très long. C'est bien cela. Et pendant un cycle aussi long, il faut avoir des activités annexes. C'est pour ça, j'imagine, que vous avez choisi d'adhérer à ce club scientifique ou cette association scientifique des étudiants en pharmacie. Exactement. Voilà, ça vous permet un petit peu de vous évader des études, c'est ça? Oui, tout à fait, parce que nous sommes tous des étudiants donc, en pharmacie. Voilà, on s'entraide et on travaille en collaboration. On fait beaucoup d'activités aussi et ça nous permet de changer un peu. Ah bah j'avais deviné. Jawdet, donc aujourd'hui on fait un gros plan sur l'œuvre de Mariam Gamache, c'est bien cela? Oui, avec son dernier ouvrage Zelda, paru aux éditions Casbah, c'est un roman dans lequel elle met en scène la jolie Zelda, qui est près de la quarantaine, et qui va vivre des aventures picaresques, pittoresques, tout simplement humaines, où elle va faire tout un assortiment, elle va tisser tout un récit, où elle va faire un passage en revue sur le fond d'une histoire d'amour entre elle et un bel Hidalgo. Bon, Hidalgo c'est plutôt espagnol, mais allez, on va le mettre, comme c'est l'Europe aujourd'hui, on va le mettre dans l'Italie aussi. Un Italien. Et donc voilà, un bel Italien. Et donc il y aura plein de rebondissements, sauf que Mariam Gamache a ce fabuleux talent de nous faire passer des choses pour étant triviales et très simples, alors qu'elle va parler de la situation de la femme divorcée, elle va parler des pérégrinations entre elle et son ex-mari, de son fils Yanis qui va entrer comme étant un élément d'équilibre ensuite. Donc, des histoires d'amitié, de choses d'amitié avec d'autres femmes. Avec Yasmine, la condition de la femme un peu soumise qui est Lila, qui est sa sœur. Il y a deux filles qui ont un destin contrarié puisqu'elle voulait être architecte, mais après, elle va se retrouver à faire des bradges à la maison. Et voilà. Oui, et donc, ça va être la maman par procuration. Mais finalement, après, Mariam Gamache, qui est née à El Biar d'ailleurs, a un profil elle a fait anglais, donc ça fait quand même assez longtemps. Ensuite, elle intègre la chaîne 3. Et à un certain moment, elle se met à l'écriture et là, ça en fait, ça reflète sa personnalité. Voilà. J'ai eu l'occasion de rencontrer Mariam Et quand Gamache. vous lisez justement Zelda, c'est vraiment elle est sympathique, oui. souple, jeune, belle, très enjouée, très même d'ailleurs c'est son profil radiophonique Son profil radiophonique, voilà, quand on l'écoute, on voit qu'elle a beaucoup de... Et en même temps, bon, elle a beaucoup travaillé sous pseudo, donc elle a beaucoup travaillé sur le patrimoine pour par exemple, les éditions Casbah Casbah ou aussi El Bayazine. Oui. Elle a beaucoup travaillé sur le patrimoine. Et donc, elle a beaucoup fait de travaux, de livres, des sortes de BD ou d'illustrés, où elle parle dans la collection Kounouz Bladi. Elle fait voyager un gamin. Et donc, elle fait voyager un gamin qui s'appelle Lotfi, je ne sais pas pourquoi, on n'a pas posé la question. Donc, c'est Lotfi à la Casbah d'Alger. Conducteur. Voilà, Lotfi au palais de Khdaoudj el-Amia, Lotfi au mausolée royal de Mauritanie. Ensuite, elle va se diriger vers des choses un peu plus adultes, disons, où elle va parler de la fille du métro dans une série c'est-à-dire de nouvelles qu'elle va mettre comme ça, où elle va parler aussi d'une galerie de personnages qui sont très importants. Et où elle va encore une fois tisser dans ce récit toute une série d'actions, d'aventures ou de mésaventures, n'est-ce pas?
de l'Algérie contemporaine et moderne. Ensuite, ils vont la préparer quelque part pour l'écriture romancée. Voilà, romancée, où elle va faire un équilibre entre l'écriture romancée et la biographie, le biopic, si vous voulez, écrit, sur Fatma Et Mansour, qui est un personnage de film. C'est un personnage à la Hamlet, c'est un personnage shakespearien. C'est-à-dire ce qu'elle a vécu, Fatma Et Mansour, très complexe. La condition de la femme, justement, flacabilité, les années 20-30, c'est très très complexe. Et donc elle va aussi écrire un récit sur ça qui s'appelle Un jour tu comprendras ma fille, parce qu'il y a eu justement un passage entre Fatma Et Mansour et sa fille, Amrouche, où elles vont vivre justement une relation très très ardue, très très abrupte. Et donc voilà, après nous revient Mariam Guelmech avec un récit apaisé, mais pas trop, qui est Zelda, qui sous l'apparence de la légèreté évoque toute une série de oui, il y a aussi un retour sur le rapport fille-mère dans Zelda fille-mère d'ailleurs, même représentée par la sœur aussi. Oui, parce qu'elle accepte très mal la liberté de sa fille. Donc Zelda est une femme libre, moderne, contemporaine, mais sa mère est conservatrice, puriste, un peu sur les traditions, engoncée sur les traditions. On va quand même dire que ça se termine. Ça se termine bien quand même. Oui, on ne peut pas raconter la fin du film. Voilà, en tout cas, elle est contre sa relation avec l'Italien. Voilà, cet Italien. Et c'est vrai que notre société accepte toujours très mal ce type de relation. Mais en même temps, il y a la sœur qui joue aussi un peu le rôle de la mère. Donc, elle a quand même le talent de construire et de tisser des personnages, de les coudre comme ça avec son écriture, qui sont assez intéressants. Donc, Mariam Guelmech est assez intéressante dans ce rapport qu'elle a avec l'écriture. Et c'est donc savoureux à lire parce qu'elle a aussi une résilience, elle a toujours un esprit positif. C'est un peu Anna Gavalda version algérienne. Elle a un petit point commun avec vous, Djaoudet. Ah bon? Vous êtes artiste peintre. À la radio? Non, pas à la radio. La radio, je dirais en peinture, vous êtes artiste peintre. Vous exposez d'ailleurs actuellement à la galerie Eswart. On peut le rappeler quand même. Oui, bien sûr, jusqu'au 21 octobre. Bienvenue à tous. Vous avez ces sobriquets que vous réinventez à votre sauce. Elle aussi, elle a cette manière de puiser dans le terroir algérien, des mots algériens, langage courant, le langage voilà, la nouvelle langue un peu à l'algérienne, c'est bien, c'est pas mal justement, c'est ça qui fait un peu sa modernité. Oui, j'ai une peinture qui s'appelle Ain Kmizanek d'ailleurs, qui a fait beaucoup de succès. Et le titre a été énigmatique, c'était Dreka Tsatash, et donc tous les gens se sont demandé c'était quoi. Voilà, d'ailleurs, parlant de peinture, le livre, la couverture, c'est Arslan Lerari qui est aussi comédien, et donc la couverture est très belle. Oui. Voilà, donc Zelda, roman de Mariam Guelmech, à lire chez Casbah Édition. Il ne coûte pas plus qu'une pizza aux fruits de mer, donc c'est bon, vous pouvez l'acheter. Moins, beaucoup moins des fois. Voilà, et puis on va continuer un tout petit peu avant de... Oui, avant juste le temps que vous prépariez vos ouvrages suivants, je vais juste poser la question aux filles qui sont là avec nous, donc Sarah et Lina Mariama. Alors vous êtes étudiante en pharmacie, mais est-ce que vous vous intéressez à la littérature? Est-ce que vous avez des lectures de prédilection? Est-ce que vous avez un penchant pour la lecture? Ah ben, vu l'expression du visage. Je pense qu'on est sur le Vidal, non? Alors, à part le Vidal, allez. Non, on s'intéresse beaucoup à la lecture. D'ailleurs, en ce qui concerne l'association Tana, on a beaucoup de personnes qui lisent et on a des clubs pour ça, généralement. Excellent. Donc vous avez quand même des échanges littéraires. Oui, des échanges entre nous et voilà. Voilà, un petit club littéraire. Mais sinon, vous avez le temps pour lire? Avec un cycle en pharmacie, ouh là là. Pas beaucoup, mais ça va. Pendant les vacances, disons, peut-être. Voilà, Une petite revue. Exactement. Oui, mais c'est-à-dire qu'on a tendance à trop sacraliser les livres. Et le livre, c'est du divertissement aussi, hein. C'est pas juste... Oui, absolument. Les revues, c'est important, le journal, c'est important, même sur le net, même quand on a... Oui. Il y a toujours des choses qui vous relient à la vie.
Matière voilà, à découvrir. une matière à découvrir, des choses qui relèvent. Donc on n'est pas obligé de lire par exemple Guerre et paix à Tolstoï pour dire En tout qu'on cas, voilà, peut il lire faudra, des petites choses faudra légères. peut-être organiser voilà, Voilà. une rencontre avec Oui, avec Jodel plaisir. Gessouma, ici présent, Parce qui qu'il y a a- à son actif de Oui, nombreux et les ouvrages. petites lectures modestes, il y a aujourd'hui en Algérie, c'est-à-dire, on va dire, comme a dit l'autre, Comme a dit et pourtant, elles tournent. Ouais. Allez dans les librairies, vous allez voir que vous avez des livres à 250 dinars, peut-être moins. Il y a aujourd'hui des collections qui sont, même si c'est des petites maisons d'édition avec des petites imperfections et tout, il y a toujours une matière à faire, une matière à lire. Et puis, donc, c'est pas la sacralité du livre Dostoïevski, il n'y a pas de souci, vous pouvez le faire. Mais voilà, il y a aussi le théâtre, moi, je me souviens, je ne sais pas, j'avais hérité de ma tante de livres les études, Molière, Gardou, sur les classiques. Même si Hana, tu as les classiques sur des petits ouvrages, c'est pas quelque chose des ouvrages de poche, et après vous avez accès à toutes ces choses-là. Donc c'est ça, le livre, il doit être sacré quelque part virtuellement, mais l'accès à ce livre doit être facilité et tout ça. Très bien. Donc on va continuer justement sur des lectures buissonnières, je dirais, pour un peu continuer les vacances. Il fait beau et tout, donc on va en profiter pour continuer nos vacances. Oui, volontiers. On n'a pas beaucoup eu d'ailleurs. Volontiers, on peut voyager avec. Voilà. Et là, justement, je découvre justement dans une petite maison d'édition qui s'appelle Amel, mais cette maison d'édition est quand même assez prolifique. Ils produisent plein de choses. Je pense que c'est parce que les écrivains eux-mêmes, c'est eux qui financent leur... donc, ce qui fait que la maison d'édition, elle sort. Et il y a un bonhomme qui est un peu... Je l'ai connu comme ça personnellement dans un salon du livre, et qui est assez mystérieux et très humain, très étrange comme personnage. Énigmatique. Allez, voilà, le terme est énigmatique. Merci. Vous mettez du net précieux. Et donc, il s'appelle Habib Yousfat et il écrit d'une manière, mais alors là, magistrale. Vous êtes dans un petit salon du livre, vous êtes sur des petits livres comme ça, qui ne sont pas très épais. Ça prend pas, mais c'est extrêmement touffu et extrêmement profond. Donc là, il fait La Plume et le Plomb. Il l'a là, donc c'est les éditions 2015. S'il avait écrit, déjà édité chez Edilivre dans les années 2010, je pense. Et là, il revient sur les éditions Amel. Et il a 2 livres, La Plume et le Plomb, il est là, et L'Appel du Cerisier. Donc le premier, c'est un livre qui se passe en Kabylie, en général. Et c'est dans un petit village quasiment imaginaire. Il va le percher sur il a donné toute les trucs du Djurdjura. Il va sur dans les sommets, près du sommet du Djurdjura. Et il va inscrire une intrigue, un thriller. Un thriller, mais à la Stephen King. C'est incroyable. Sur un petit, je ne sais pas, ça fait à peu près 105 pages, 110 pages, 112 pages. Il met de la poésie, il va mettre un thriller avec un sens de l'écriture pointu, mais extraordinaire. À découvrir. Et oui, à découvrir vraiment, La Plume et le Plomb. Donc il est assez connu, lui. Je crois que ce livre va devenir culte parce que La Plume et le Plomb, le titre existe ailleurs. Donc il faut mettre aussi en bas là parce que il y a un livre qui avec existe. Un peu le même... Voilà, avec le même nom, donc mettre Yousfat Habib et tout. Et on peut le trouver partout. Il est un peu partout dans les petites maisons. Parce que Amel diffuse quand même, les éditions Amel diffusent quand même assez bien. Et ensuite, il va mettre un recueil de nouvelles aussi. Il va écrire dans la même année, ça s'appelle L'Appel du Cerisier. Aussi, ça, nous avons les éditions de 2015. Et il va mettre 6 ou 7 nouvelles. 6 nouvelles, L'Appel du Cerisier, La Paille sans sainte, Vent contraire, Défaite et désespoir, Thibault le vin, chante tes yeux. Alors là, il va mettre des choses, il va par exemple parler d'un condamné dans un tribunal, mais d'une manière fabuleuse. D'accord. Il va intégrer ça dans une sorte de surréalisme écrit qui est vraiment
de folie, c'est-à-dire, et donc il va traiter de questions comme ça. Par exemple, il va traiter d'une question sur le terrorisme, mais d'une manière très personnelle émotionnelle. Et synthétique. Voilà, synthétique, mais avec une écriture vraiment très bien ciselée, très bien menée. Donc vraiment, c'est un auteur à découvrir. S'il y a comme ça 6 nouvelles qui sont vraiment d'une fulgurance. À lire d'une seule traite, j'imagine. Hein. Oui, voilà. C'était ça. Et excellent. c'est du divertissement, c'est de la culture. Il va vous parler d'Aristote, de Platon, de Ibn Khaldoun, de ça, d'une manière, il va vous intégrer tout ça. Et c'est aussi d'une grande érudition. Excellent. Voilà. Donc, merci Djaoudet. Donc avant de passer à nos étudiants, nos chères étudiantes ici présentes, voilà, je vous propose de parcourir une fois de plus ce spot de sensibilisation au dépistage du cancer du sein avant de retrouver nos invités. الماموغرافيا هي تصوير إشعاعي للثدي عن طريق أشعة إكس، ويتم عن طريق آلة تسمى الماموغراف. والماموغراف الرقمي الجديد تخرج منه كمية قليلة جدا من الوحدات الإشعاعية. عليها نعتبر عملية التصوير الماموغرافي عملية آمنة وليست خطيرة. كيفاش تتم عملية الماموغرافيا؟ تخترق أشعة إكس المنبعثة من الجهاز ثدي المرأة ليكون مضغوط على الصفيحة المجهزة لذلك، ثم تنعكس صورة الثدي على الصورة الماموغرافية وتبين كل المكونات والأورام أو الحبيبات الموجودة فيه. من خصائص الأورام ما قبل السرطانية أنها تقدر تحتوي على كميات كبيرة من الكالسيوم وتكون متجمعة وقريبة من بعضها البعض، وتبان على الصورة بشكل تكلسات صغيرة غير متجانسة وغير منتظمة ومتجمعة حول بعضها البعض. أما إذا كانت هذه التكلسات كبيرة الحجم ودائرية ومتجانسة ومنظمة فهي تكون عادة من النوع الحميد أي غير سرطاني، والقرار يعود للطبيب المختص في الأشعة. ينصح بالماموغرافيا عند المرأة ابتداء من السن 40، حيث تقل غدد الثدي وتزيد نسبة الشحوم فيه، فيصبح بإمكان أشعة إكس اختراق الثدي بسهولة أكبر وتكون الصورة أوضح. أما بالنسبة للنساء صغريات السن فينصح بالقيام بالصورة الصوتية أو الإيكوغرافيا إن لزم الأمر، حيث يكون الثدي أكثر كثافة. والماموغرافيا يوصى بها في إطار التشخيص المبكر عند المرأة ابتداء من السن 40 لتعاد دوريا كل 2 سنين. Et voilà, la discussion avait déjà été entamée vraiment avant même le retour justement de la caméra vers nous. Donc ici présente avec nous Sarah Bessaï, étudiante en pharmacie, et puis également sa collègue voilà, sur les bancs de l'université, Mjahed Lina Mriama. Donc bienvenue mesdemoiselles. Donc vous êtes également membre, je le disais tout à l'heure, d'une association scientifique des étudiants en pharmacie. Et vous êtes là à l'occasion d'une annonce intéressante. Oui, tout à fait. Alors, allez-y. Nous sommes là aujourd'hui pour parler des maladies féminines. Donc, on organise une campagne de sensibilisation, pas uniquement sur le cancer du sein, mais plutôt sur le cancer du sein, sur le cancer du col de l'utérus et l'endométriose. Notre campagne s'appelle l'Octobre en couleur. Donc, oui. Octobre rose, mais vous avez choisi en couleur parce que le bleu-vert pour le cancer du col de l'utérus et le jaune pour l'endométriose. Absolument. Oui. Donc, on a commencé... C'est une manière de vous démarquer ou est-ce que vraiment c'est parce que... Non. c'est un travail de longue haleine. Oui, parce que ces maladies, surtout l'endométriose et le cancer du col de l'utérus, c'est le deuxième cancer gynécologique chez la femme. Et l'endométriose touche une femme sur 10, soit 10% de la population féminine en Algérie. Ces maladies sont très fréquentes, mais elles sont méconnues. Donc, on a décidé de mettre, on va dire, les projecteurs sur ces maladies et rappeler leur existence. Surtout qu'elles sont très difficiles à diagnostiquer aussi. Exactement. Quand il s'agit du col de l'utérus ou même de l'endométriose, les gynécologues, voilà,
n'arrivent pas toujours à déceler, à détecter la présence de ces fléaux. Oui, tout à fait, parce que généralement, ils n'ont pas de symptômes spécifiques. C'est pour ça qu'on conseille toujours de faire un dépistage précoce, donc pour les détecter précocement et prévenir les complications. C'est ce que vous conseillez en général. Comment vous vous déployez sur le terrain et de quelle manière vous agissez? Parce qu'il y a les associations donc, qui sont très très dynamiques et connues et qui sont déjà déployées sur le terrain. Votre façon de faire à vous en tant qu'étudiante, c'est comment? On essaie de faire beaucoup de sensibilisation sur le terrain. D'ailleurs, on a déjà commencé pendant ce mois. On a déjà fait une sensibilisation au niveau de la Grande Poste où il y a beaucoup de monde. C'était le samedi passé. Oui. Et on a déjà fait une sensibilisation au niveau de l'université de Bebzouar, USTHB. Et on a essayé de toucher les étudiantes qui étaient là-bas. Et on essaie d'aborder le sujet d'une manière facile pour que les personnes arrivent à comprendre et voilà. Mais comment vous captez leur attention? Comment vous y êtes pris? Vous avez planté un stand ou alors c'est en système de conférence? Comment vous avez fait? Non, nous avons un stand, nous avons la dernière fois au niveau de la Grande Poste et aussi à l'USTHB, donc avec notre décoration, beaucoup de couleurs. Oui, et même les membres étaient présents. Enfin, nous étions nombreux, donc avec nos blouses. Et voilà, on attirait l'attention, on allait vers les gens et les gens étaient très réceptifs avec nous. Excellent. Donc vous étiez au premier rang de cette caravane qui s'est déplacée, qui continuera de se déplacer. Donc le prochain point où vous allez encore transmettre ces messages ô combien utiles sera où? Ça sera aujourd'hui au niveau du centre commercial de Garden City, le nouveau Acheraga. Et voilà. Et après on aura aussi la course rose. Le samedi avant, nous avons une sensibilisation au niveau de la place Kennedy. Et la semaine prochaine, on va faire... Oui, exactement. Et la semaine prochaine, on va faire des sensibilisations au niveau des officines, un peu partout sur Alger. C'est bien. J'attendais justement qu'on parle de pharmacie et puis voilà, c'est venu. Oui, vas-y. Donc il y aura des sensibilisations au niveau des officines et on essaiera de clôturer notre événement avec la course rose. Bon, cette année, ça sera la course en couleur et ça sera au niveau des sablettes. Donc ça sera pour le samedi 23 octobre. Très bien. Et donc voilà, on vous invite à venir. Voilà, j'imagine que vos affichettes sont déjà dans tous les campus universitaires par rapport à cette course. Oui, pour l'instant c'est en ligne. Oui. On les partage sur nos réseaux sociaux. Donc voilà, c'est sur Facebook, Instagram et tout, et on essaie d'afficher ça 2 ou 3 jours à l'avance, comme ça les gens pourront venir et voilà. Et à la maison, on vous encourage? Ça vous prend encore sur votre temps? Oui, tout le temps, et ils sont très compréhensifs parce que surtout cette période, on travaille presque tous les jours avec la reprise et tout, c'est difficile, donc on nous encourage énormément. Mais c'est bien, même vous sentez le cœur léger, vous allez vous sentir le cœur léger une fois que vous avez accompli une bonne action, n'est-ce pas? Exactement. Un peu, c'est ça le propre de l'humanitaire. Ça nous offre une paix intérieure. Très bien. Et qu'en est-il de Sarah? Même chose. Ça me permet de me sentir bien et de savoir que j'ai appris certaines choses aux personnes. Ça fait plaisir. Très bien. Jawdet, vous avez aussi un petit peu le cœur sur la main. Vous êtes altruiste, on vous connaît. Vous êtes vraiment de tous les combats de lutte contre les maladies ou alors contre l'expression, la liberté de l'expression. Ou alors, voilà. Bien sûr, si vous êtes artiste, écrivain, enseignant, toutes ces choses-là, je pense que vous devez être d'abord un citoyen. Et ça, c'est une action citoyenne de bonne aloi, c'est-à-dire c'est très, très important d'apporter des moyens de résilience, d'avancer, de continuer sur... voilà. Et donc ça, nous avons l'exemple parfait d'étudiants qui sont engagés, qui sont dans une action tout simplement citoyenne, mais une action aussi à dimension humaine qui est l'action de partage. Parce que c'est important d'apporter la résilience, c'est aussi l'espoir. Elles ont cité des maladies, l'endométriose par exemple. Maintenant, là, on a commencé à comprendre, je pense, ces jours-ci, qu'il y a peut-être une solution, parce qu'on a commencé à comprendre c'est quoi l'endométriose, on a ce qui la provoque et tout.
le cancer du sein, s'il est dépisté à temps, on peut le guérir. Donc ça guérit, il y a de l'espoir. Cancer ne veut pas dire mort absolue. Il faut que les gens comprennent, les hommes aussi, parce que on parle beaucoup de femmes, mais l'accompagnement par les hommes est très très important. Beaucoup de femmes ont eu des soucis parce que leurs hommes n'ont jamais rien compris. Et c'est très important que le milieu familial soit présent. Les hommes, les maris, ont la responsabilité d'accompagner ces héroïnes du quotidien que sont les femmes. Et en parlant d'héroïne, justement, l'héroïne qu'on consomme, mais bon, celle des ouvrages, notamment de Meryem Guemache. Donc, on revient à Zelda de Meryem Guemache. Oui, parce qu'on avait cité tout à l'heure les ouvrages avant de terminer sur une citation qui est quand même assez rigolote. Donc, il y avait Lotfi à la Casbah d'Alger, parce que je pense que notre équipe voulait les montrer. Donc là, on a Meryem Guemache, voilà, ça, c'est Zelda, vous avez remarqué. Que vous avez détaillé, oui. Voilà, ensuite, on a Lotfi à la Casbah d'Alger, les ouvrages. Bon, ça, c'est Zelda. C'est toujours Zelda, donc, qui met en valeur justement des personnalités connues comme Aurélie Picard, Dacine, voilà, oui, elle est d'une érudition. Les Lotfi viennent de passer. C'est l'autre fils au mausolée royal de Mauritanie. Là, c'est la demoiselle du métro, qui est un recueil de nouvelles. Donc, voilà. Là, c'est Un jour, tu comprendras, qui est dédié à Fatma Amrouche. Ait Mansour, d'ailleurs. Voilà. Et puis là, ça, c'est la plume et le plan de Yousfat Habib. C'est pour ceux qui veulent les acheter. Ça, c'est l'appel du cerisier aussi de Yousfat Habib. Donc, visuellement, vous pourrez voir. Comme ça, dès que vous voyez un cerisier... Bon, on s'arrête. Merci beaucoup, Jawdet. Pardon, juste une citation aussi qui est très rigolote. Donc, à l'ouverture, voilà. Parce que Meryem Guemache a truffé son roman de références. Que ça soit musical, que ça soit littéraire, il y a même des intellectuels. Enfin, on baigne dans la culture. On baigne dans la culture. Et là, elle fait une citation d'Agatha Christie, parce qu'Agatha Christie était mariée à un archéologue à un certain moment. Et elle a changé de vie, c'était son deuxième mari. Quand elle a changé de vie avec cet archéologue, elle a fait le tour du monde. Et elle a écrit une phrase, épousez un archéologue, plus vous vieillirez, plus il vous aimera. Ça, c'est bien, il faut vieillir pour être... Donc vraiment, merci à Meryem Guemache de nous avoir... Voilà, très bien, merci à Lina, ici présente. Donc, allez, je rappelle vos noms. Donc, Sarah Bessaï, merci. Et puis, Lina Meryem Amjahed, étudiante en pharmacie. Merci de nous avoir aidés à participer à cette campagne planétaire autour des dangers du cancer. Merci à ceux qui sont avec nous aujourd'hui. Notre émission se poursuit. On parlait de couleurs, on va parler de dextérité maintenant à travers ce portrait dressé de certains artisans qui sont présents actuellement à la galerie, une galerie aussi qui en dit long sur les couleurs, couleurs et patrimoine. C'est signé Faria El Hamdi. C'est à la galerie d'art Couleurs et patrimoine située à El Biar que nous nous sommes rendus. Une galerie d'art spécialisée dans la promotion du patrimoine algérien. Une grande partie de ces artisans ne sont pas d'Alger seulement. Ils sont originaires de différentes régions algériennes. On peut citer Lebzassid Ali, Abdelkader Talbi, Mokhtari Ammar, Leila ou Ahmed. Galerie Couleurs et Patrimoine, c'est une galerie qui a été fondée un certain beau jour printanier en avril 2012. Mais le but dans cet espace, c'est surtout de regrouper les artistes et les artisans algériens et faire valoriser leurs travaux. Bien sûr traduits par leurs doigts habillés sur des toiles qui les transforment en tableaux et des chefs-d'œuvre qui parlent d'elles-mêmes.
Le patrimoine algérien très très riche, patrimoine berbère, patrimoine algérois, de l'ouest, de notre grand sud, beau sud qu'on a ici, de Tougourt, des tapis de Gherdaya, de l'Rouat aussi. Mais elle voulait, Madame Belkortbé, elle voulait regrouper tout ça dans un seul endroit pour montrer notre richesse, comment elle est riche, notre patrimoine est riche et beau aussi. À travers nos artistes aussi, à citer la femme algéroise peinte par notre artiste Lebza Sidali est renommée Doran. Khalifa Sultan qui refait toutes les belles images de la baie d'Alger. Enfin une peinture algérienne aux normes internationales. Tous vos besoins en peinture intérieure, peinture métal, préparation de support ou peinture extérieure, choisissez Coral Peinture. Coral Peinture, c'est l'IMA d'affaires. Et voilà, donc pour la suite, mesdames, messieurs, sans aucune transition, je vais vous annoncer la thématique suivante grâce à la présence aujourd'hui parmi nous du professeur Abdelkrim Chelroum. Il est président du club algérien des risques majeurs, des catastrophes naturelles. C'est ce qui annonce un petit peu la thématique déjà. Et puis il est directeur de recherche à l'université de Bab Zouar. Bienvenue, monsieur Chelroum. Merci. Ça va? Pour l'invitation. Merci beaucoup à vous de venir parler de cette thématique assez particulière. C'est vrai que vous venez également à l'occasion de cette journée internationale pour la réduction des risques de catastrophes naturelles. Donc c'est une journée qui est propice à la reconnaissance de tous les efforts consentis dans le sens de la prévention contre ces risques. Donc c'est important pour vous de communiquer dans ce sens, n'est-ce pas? Oui, c'est très très important parce que vous savez, la gestion des risques majeurs, c'est d'abord la communication, c'est-à-dire que la sensibilisation de la population qui est touchée par ces risques majeurs de plein fouet. Il faut que les personnes soient au courant des conséquences de ces risques encourus. Comme vous le savez, il y a 10 risques majeurs auxquels est confronté ce pays, l'Algérie, d'est en ouest et du nord à l'extrême sud. Pour ne citer que les plus importants risques, c'est-à-dire les inondations de grande ampleur, les séismes et les feux de forêt du mois dernier, qui ont quand même ravagé plus de 90 000 hectares. Hélas. Voilà, c'est-à-dire l'équivalent de 4 années successives de feux de forêt en l'espace d'une semaine. Donc, comme vous le savez, l'impact également financier est très très important de ces risques majeurs. C'est des milliards de dollars. Absolument. Si je prends par exemple, je reviens, les risques toujours, c'est le retour d'expérience, parce qu'il faut une mémoire. Voilà, c'est un petit peu ça, là où vous œuvrez. Votre mission, la mission des médias lourds, de la presse écrite, des journalistes, il faut qu'ils maintiennent cette pression d'information pour le citoyen. Le citoyen doit être informé, il doit être c'est vrai que si on voit l'exemple justement des feux de forêt, l'image est à l'antenne. C'est vrai que si le citoyen était suffisamment préparé
au geste d'urgence, vraiment face à un feu de forêt. Peut-être qu'il aurait aidé tous ces sapeurs-pompiers, toute cette le citoyen, s'il est déjà informé, il va pas jouer le pyromane. Non. C'est déjà pas mal. Voilà. Parce que les causes des feux de forêt, elles sont diverses, elles sont multiples. Vous savez, il y a la prévention des feux de forêt qui relève justement de la DGF, la Direction Générale des Forêts. Il y a les points d'eau, il y a les tranchées par feu, enfin, si on doit rentrer dans le détail. Voilà, donc l'État a une part de responsabilité. Vous savez, les risques, c'est quoi? C'est l'action de l'homme, c'est la main de l'homme, et puis le deuxième, c'est l'aléa lui-même, le danger. Donc il faut faire très très attention. Lorsqu'il y a en amont tout un travail de coordination entre les différents corps de métier, à même de prendre en charge une catastrophe, lorsqu'il y a cette sensibilisation, et c'est d'où l'importance du rôle que vous jouez actuellement, oui, la sensibilisation. C'est vrai qu'on peut diminuer peut-être les conséquences, c'est ça? On peut réduire, parce que le but, si vous prenez le dernier canevas de Sendai de 2015, la conférence concernant la réduction justement du risque catastrophe. Oui. C'est ça le problème, c'est la réduction du risque catastrophe qui est maintenant d'actualité à travers le monde. Oui, tout à fait. Donc le but en Algérie, c'est comment réduire le risque à tous les niveaux, sur tous les volets, que ce soit les parties infrastructures, les parties superstructure et les parties aménagement, aménagement du territoire. Tout est lié. Très bien. Maintenant, si on ne respecte pas, vous savez, si on construit dans un oued, c'est ce qui se passe. Alors, il ne faut pas dire demain que voilà, l'inondation nous a surpris. Ça se passe un peu partout, le bâtiment est inondé, on n'arrive pas à circuler, tout est imperméabilisé, les routes, il y a beaucoup de routes. Donc c'est ça ce qu'il faut, c'est l'urbanisation et l'aménagement du territoire qui doit tenir compte de la présence de ces risques qui sont millénaires. Il faut rappeler aux citoyens, c'est un pays où il y a eu des séismes depuis des milliers d'années. Il y a eu des inondations. C'est des phénomènes récurrents. C'est des phénomènes récurrents qui vont revenir au même endroit, avec la même intensité, à une période qui ne sera fixée que géologiquement. On ne maîtrise pas ce facteur, effectivement. La prédiction, vous le dites bien, professeur Chelroum, on ne maîtrise pas l'avènement d'une catastrophe. Jamais. On ne pourra jamais le prévoir. Jamais. Mais en revanche, on peut agir en amont pour réduire les séquelles, les pertes humaines, la perte économique, et j'en passe. Et justement, c'était l'objet de vos communications lors du 13 octobre dernier. Donc, c'était lors de la célébration de la journée internationale dont on vient de parler. Et c'était à l'Institut national des formations environnementales. Et ça explique un peu votre intervention précédente, parce que vous parlez d'un aménagement du territoire. On a cessé d'attirer l'attention, et puis on a proposé, il y a eu, vous savez, il y a la loi 0420 qui a été élaborée juste après le séisme de Boumerdès, le 25 octobre. Elle a été promulguée le 25 décembre 2004, et je dirais le corps, l'esprit de la loi est toujours vivant, parce que c'est une excellente loi qui n'a pas été appliquée malheureusement. Elle aurait pu, depuis 2004, réduire de 90% les effets de toutes les catastrophes qui ont touché ce pays, que ce soit les inondations de Gardaïa, Pourquoi, selon vous, ce retard dans l'application d'une telle loi? Vous savez, une loi, je parle, si vous voulez, de la loi sur les catastrophes. Il y a la loi sur l'eau, la 0512 de 2005. Il y a la loi sur le SNAT, le schéma de l'aménagement du territoire, national de l'aménagement du territoire. Des lois sans texte d'application, c'est des lois bidons, je dirais. Elles restent parce qu'il faut des textes d'application. Et actuellement, depuis quelques mois, les textes d'application sont en cours d'élaboration par le ministère de l'Intérieur, ce qui est une bonne chose et que j'applaudis personnellement, parce que là, tout sera délimité au niveau des responsabilités. C'est plus clair maintenant. C'est plus clair. C'est plus clair. Et puis au niveau, c'est-à-dire personne ne pourra construire aux abords d'un WED quand il y a le texte d'application. Personne ne pourra aménager, par exemple, des forêts sans point d'eau, sans tranchées par feu. On sait qui est le responsable. Et c'est là où c'est important, quand les responsabilités sont bien fixées,
sont bien délimités. Le plan d'action peut être efficace. C'est 50%, si vous voulez, de l'application de la loi. Et ça donne lieu à un programme efficace, à un plan d'action commun beaucoup plus judicieux et beaucoup plus... Oui, tout à fait. Parce que le déclenchement des plans Orsec après une grande catastrophe, c'est vous déclenchez en fonction justement des dispositions de la loi. Oui. Et maintenant, ils sont déclenchés aléatoirement. Oui. Alors, vous allez sauver des vies, mais ça ne règle pas le problème. Il faut une structure, il faut une coordination minutieuse. Il faut une cohérence, il faut de l'intelligence. Absolument. Les risques majeurs, c'est de l'intelligence. C'est une gestion intelligente, madame. Et justement, lors de cette journée internationale pour la réduction des risques et catastrophes naturelles, il y a eu une thématique assez particulière en faveur des pays en développement cette année. Donc, le slogan 2021, c'est la coopération internationale au service de l'aide aux pays en développement pour réduire les risques de catastrophes et leurs pertes. Donc, vous vous insérez dans cet effort global ou est-ce que vous travaillez autrement? Moi, j'ai toujours dit que le problème est interne pour la gestion des catastrophes, parce qu'on connaît très très bien les instances internationales. C'est bien, c'est de la thématique, on parle et tout ça, mais ils ne rentrent pas, même dans le Sendai, la conférence, ils vous disent, vous réglez vos problèmes, chaque pays doit régler ses problèmes internes. C'est bien précisé. Maintenant, si nos problèmes ne sont pas réglés sur le terrain in situ, c'est-à-dire vous allez construire 4000 logements sur une faille sismique, une ville nouvelle sur un terrain inondable. C'est un suicide. C'est un suicide. Comment voulez-vous que les instances internationales vont vous aider? Ils ne vont pas vous aider. Chacun sera en face de ses responsabilités. Ça, c'est très clair. Il faut que les hauts responsables de ce pays, moi je l'ai dit, au niveau des conférences, ils étaient présents, plusieurs conférences, et je pense qu'il y a une prise de conscience. Oui. Une prise de conscience au plus haut sommet de l'État pour maintenant asseoir une véritable gestion des risques majeurs et une véritable gestion de la réduction du risque catastrophe dans ce pays. Merci infiniment, professeur Abdelkarim Chelroum. Je rappelle que vous êtes directeur de recherche à Bab-Zouar, donc l'université de Bab-Zouar, et puis président du club algérien des risques majeurs des catastrophes naturelles. Merci d'avoir été avec nous ce matin et d'avoir apporté cet éclairage qui, j'espère, aura écho auprès des personnes concernées. Grâce à vous. Grâce à vous, Grâce à vous. Grâce à vous. À la télévision et j'espère que l'écho aura son retentissement pour l'instauration d'un véritable plan de lutte dans ce sens. Merci beaucoup. Merci à ceux qui sont encore avec nous. Donc, vous êtes avec nous dans Bonjour d'Algérie et la suite. Dans la suite, on parlera encore de danger, on parlera encore de risques, mais cette fois-ci relatif au trafic routier. Restez avec nous, c'est pour tout de suite. Qui est un risque majeur.
Et voilà donc pour cette dernière ligne droite, nous allons continuer de parler des dangers et des risques majeurs. Les dangers de route sont parmi ces 10 risques vraiment qu'encourt le citoyen algérien. Et puis aujourd'hui, nous aurons le plaisir d'en parler en présence de monsieur du commissaire divisionnaire et sous-directeur de la prévention et de la sécurité routière, monsieur Rachid Rezli. Bienvenue. Bonjour. Ça va, vous allez bien? Tout le plaisir pour moi. Donc, je suis encore ravi de recevoir d'être votre invité et d'être en contact avec nos chers citoyens. Tout le plaisir est pour nous, surtout quand il s'agit de prévenir le citoyen contre les dangers de la route, aussi l'informer aussi des nouveautés, des nouvelles mesures d'accompagnement de cet aspect en particulier. Donc, tout à fait. Donc, on va parler d'abord peut-être bilan. Tout à fait. Donc, effectivement, donc, les accidents de la circulation routière constituent un réel problème de santé publique, comme l'a été classé par l'Organisation mondiale de la santé. Donc, ça s'inscrit dans le cadre des risques majeurs. Donc, le bilan au titre du premier semestre 2021, il faut reconnaître qu'il y a une augmentation, une recrudescence alarmante des accidents de la circulation routière. Nous avons enregistré 11 845 en zone urbaine, oui, soit une augmentation de 36% par rapport au premier semestre de l'année 2020. Le nombre de blessés a toujours augmenté, il est de 14 153, soit un taux de 33% par rapport à la même période de l'année 2020. Et également, nous avons enregistré, hélas, 480 décédés, soit une augmentation de 19%. Donc, les dispositifs sécuritaires mis par les services de la DGSN reposent essentiellement sur le principe de contenir le terrain. Nous avons redéployé l'ensemble des brigades de circulation routière, des unités motocyclistes et également des scooters au niveau de l'ensemble des intersections. Nous avons aussi élaboré une cartographie accidentogène liée aux accidents, où nous avons déployé l'ensemble des radars au niveau des zones qui sont considérées comme étant points noirs et points accidentogènes. Donc il y a tout un travail opérationnel qui est sur place, et c'est des dispositifs qui sont évolutifs en fonction de la situation, et également des dispositifs pour gérer la circulation routière, parce qu'on sait, nous avons notamment au niveau des grandes villes, c'est des dispositifs évolutifs de manière à gérer la congestion de la circulation. Oui, parce que le parc routier augmente d'année en année, donc on a de plus en plus de conducteurs, d'où un petit peu cette densité. Ce parc est à couvrir, et vous dites qu'à chaque pic, donc vous redéployez les éléments sur le terrain. Tout à fait. Donc on est en pleine période de pic. Donc. Tout à fait. Donc les périodes de pic sont connues, c'est à partir de 11h ou de 10h du matin jusqu'à midi, donc à partir de 15h à 5h. Donc les journées qui sont accidentogènes pour nous, qui font peur par rapport aux accidents, ce sont les journées de jeudi après-midi, et à partir de 15h à 18h, et également la phase de retour qui est des vacances et du week-end, le dimanche matin. Donc on a toutes les données statistiques qui nous permettent d'avoir un tableau de bord pour intervenir sur le plan opérationnel. Nous avons des données statistiques qui nous permettent aussi de mettre en place des campagnes de sensibilisation par rapport au point noir et par rapport au ciblage des zones que l'on considère mortelles et accidentogènes. Donc l'ensemble des radars... Quelles sont les plus dangereuses? Quelles sont les autoroutes les plus dangereuses actuellement? Les services de police agissent en zone urbaine. Maintenant, toutes les autoroutes sont dangereuses. Ce n'est pas l'autoroute qui est dangereuse, c'est la manière de conduire qui est dangereuse. Absolument. Donc il n'y a pas de route qui est dangereuse, mais c'est la conduite. Donc oui. Même si l'infrastructure routière elle a des défauts, on a des données de poule, donc c'est la conduite qui fait défaut. Cette conduite qui conduit à des carambolages tels que celui qu'on voit et qui est assez récent et qui a vraiment engendré de mortalité et énormément de dégâts matériels. Tout à fait. Donc nous, en tant que service de sécurité, on se dit à chaque fois que l'accident n'est pas une fatalité. Oui. On peut ne pas mourir. On peut sauver des vies si on fait attention. Bien sûr. Oui. On peut ne pas faire un accident aussi. Oui. On peut éviter les accidents. On peut éviter tout ça. Quelles sont les causes des accidents les plus répandues, justement, commissaire? Les accidents, ce sont l'excès de vitesse, le non-respect du code de la route et les manœuvres dangereuses. On conduit des fois, certains conducteurs conduisent très mal. Oui. Il faut le dire.
Faut-il vraiment inciter ou encourager le citoyen à signaler ces conduites dangereuses? Parce que c'est vrai qu'on est souvent surpris comme ça lors de notre conduite par un automobiliste qui double à droite mais à grande vitesse et qui fait des slaloms comme ça en pleine route. Et que faut-il faire? Quelle est la réaction citoyenne face à ce type de comportement? Mais bien sûr qu'il faudra signaler. Nous avons justement même à l'exposition de nos chers citoyens le 1548, le 17 pour les secours. Il faut signaler. On les répète, s'il vous plaît. Donc, nous avons le 1548. Le 1548, toujours, bien sûr. Et le 17 pour les secours. Ce sont des numéros qui sont à la disposition de nos chers citoyens. Ils peuvent signaler à tout moment tout dépassement des agissements abusifs. Et nous, en tant que service de police, nous avons les moyens de détecter tout ça par rapport aux caméras de télésurveillance et par rapport aux équipes qui sont sur place pour intervenir. C'est vrai. Donc, sincèrement, je le dis à chaque fois, on peut éviter tout ça. On peut éviter tout ça, respect du code de la route, conduire normalement, éviter l'excès de vitesse et surtout ne pas conduire étant fatigué. Parce que la fatigue au volant, elle tue. C'est vrai que vous avez déployé aussi tout un réseau de motards qui veillent au grain, qui suivent de très près les conducteurs sur nos routes. Est-ce que cette manière de faire a prouvé son efficacité sur le terrain? Tout à fait. Donc on a deux équipes, on a deux pelotons motocyclistes. On a le peloton motocycliste que vous voyez avec les grandes cylindries. Et on a aussi le peloton scooter. Donc le peloton motocycliste, il évolue dans la rocade sud, la rocade est et je parle de la capitale, hein, et au niveau de l'autoroute de l'Est et au niveau des autoroutes. Et les scooters évoluent en zone urbaine. C'est des unités mobiles, ils interviennent pour faire cessation des infractions, notamment en ce qui concerne les infractions dangereuses, les manœuvres dangereuses, et également les scooters interviennent pour décongestionner les nœuds de circulation au niveau des grandes villes. Et puis, surtout en cas d'accident, ils sont là, ils sont très utiles dans la mesure où il y a cette densité du flux du trafic routier qui empêche parfois les secours d'arriver assez vite, qui empêche aussi les corps de métier donc, qui en charge de la sécurité, comme le vôtre, donc la police ou la gendarmerie, d'arriver rapidement parce que vraiment, c'est un peu difficile en ce moment. Oui, allez-y. On le fait, jusqu'à présent on le fait, malgré toutes les difficultés, on le fait. Donc le premier échelon d'intervention en matière d'accident, ce sont les motocyclistes. Et justement, ils interviennent pour faciliter le passage des ambulances. Et là, je tiens sincèrement à faire appel à nos chers citoyens de libérer la ligne d'urgence au secours lorsqu'il s'agit d'un accident de la circulation routière. Il faut éviter... Les réactions sont assez lentes, moi j'ai remarqué sur les routes. Il y a les curieux, il y a des gens qui il y a ceux qui s'arrêtent de bonne foi. Oui. Ils disent qu'il y a un accident, je voudrais bien assister, je voudrais bien aider. Il y a des gens qui ont de la bonne foi. Et il y a ceux qui sont des curieux et qui dérangent l'intervention des services de police. Même les services de protection civile ont des difficultés pour intervenir. Donc lors d'un accident, la première des choses qu'on fait, nous, c'est d'intervenir, justement pour intervenir sur place, pour faciliter le passage des secours, et également pour éviter qu'il y ait aussi un suraccident. Parce qu'on a constaté que les curieux, des fois, sont à l'origine de suraccidents. Oui, donc ils peuvent provoquer un autre carambolage juste après. Tout à fait. Donc c'est toute cette conscience qu'il faudra un petit peu mettre en action par les chers citoyens. Donc l'équation est simple. C'est un environnement commun, on doit le partager avec courtoisie. Avec courtoisie. La courtoisie s'est absentée de nos routes ces derniers temps, effectivement, d'où cette recrudescence des accidents de la route. Vous avez cité les chiffres, ils sont effrayants. Nous avons vu des images qui donnent froid au dos. Donc, commissaire, quelles sont les tranches d'âge les plus à même de provoquer ce type d'accident meurtrier? Donc, si on devait les classer par tranche d'âge, quelle est la tranche? On dit souvent que les femmes conduisent mal. Est-ce que c'est vrai? Non, c'est pas vrai. Ah ben voilà, j'aimerais bien que vous insistiez sur ce point. Les statistiques, moi je vous le confirme. Oui. Les femmes conduisent bien. Les données statistiques montrent que la femme conduit bien. Elle est plus prudente. Bien sûr. Bien sûr, elle a peur pour ses enfants, elle a peur pour sa famille, elle a envie d'arriver saine et sauve. D'où sa prudence, oui. Les femmes, c'est un exemple en matière de conduite, donc
qu'on tient comme exemple. Allez, on élimine un peu ces clichés. Donc, on revient à la question, qui sont à l'origine justement de tous ces accidents vraiment, je le disais, qui donnent froid dans le dos à voir les images. Par rapport aux tranches d'âge, pour revenir à votre question, c'est qu'on a la tranche des 25 ans, 35 ans. 25-35 ans, ce sont les plus dangereux. Ce sont les conducteurs les plus, parce qu'ils conduisent un petit peu, c'est des nouveaux permis, donc on met en relief aussi les nouveaux permis qui sont à l'origine des accidents de la circulation routière. Mais nous avons aussi un autre phénomène, qui est celui de la conduite des motocyclistes. Donc les conducteurs de motocyclettes constituent maintenant un réel problème de santé publique et un réel danger sur la route. Moi je parle des mauvais conducteurs. Il y a de bons conducteurs, on les salue, on leur présente toutes nos salutations. Mais les mauvais conducteurs, ils sont à l'origine de 26% de taux d'implication dans les accidents de la circulation routière. Malgré que le parc des motocyclettes n'est pas aussi élevé qu'on le pense. Mais il y a aussi de mauvais conducteurs qui n'ont pas de respect pour les personnes en motocycle. Il faut le dire aussi. Souvent, j'ai rencontré des personnes qui utilisent justement des motos et qui disent voilà, on n'est pas respecté, on se sent en danger, voilà, on nous prend comme ça entre deux véhicules. Le même syndrome, le même problème est posé chez les conducteurs de camions poids lourds. Des fois, on dit que les conducteurs de camions poids lourds sont à l'origine des accidents. C'est vrai qu'ils sont à l'origine des accidents, mais des fois, la râle, quand un conducteur ne sait pas prendre son giratoire, il ne sait pas que par exemple un camion a des angles morts. Oui, à droite par exemple. Bien sûr, à droite ou à gauche, il a toujours des angles morts. Le conducteur doit connaître tout ça. Mais comment le conducteur doit connaître tout ça? C'est au niveau de la formation. Oui. Il nous faut de l'information et le temps de faire introduire le multimédia. Et le temps que le conducteur ou le titulaire, le candidat au permis de conduire, connaisse ce que c'est qu'un tonneau. Si on ne sait pas ce que c'est qu'un tonneau, on ne peut pas connaître les risques. Si on ne sait pas comment conduire en temps hivernal, on peut faire l'objet d'accidents. Oui, si on ne sait pas à quelle vitesse il faut freiner, accélérer. Il doit vivre l'environnement routier avec toutes les simulations et tous les cas d'accidents qui existent. C'est à étudier, c'est à développer, c'est à vraiment réfléchir autour de ça, la formation comme vous le dites. Moi, je voudrais aussi m'enquérir de l'état des routes et de leur incidence sur justement ces accidents de la route. Il y a certes le facteur humain, mais qu'en est-il aussi du facteur d'entretien de ce parc routier? Vous savez qu'au niveau de la Direction générale de la Sûreté nationale, l'ensemble des services opérationnels recensent quotidiennement ce qu'on appelle les points noirs. Un point noir, c'est quoi? C'est un tronçon de route sur lequel on peut avoir 5 accidents mortels, 3 accidents mortels au courant de 5 années par exemple. Donc l'ensemble des points noirs sont recensés par les services de police, font l'objet de rapports qui sont transmis aux autorités concernées pour y remédier. Maintenant, dans l'attente des remédies à cette situation, les services de police mettent en place des dispositifs et également des radars, justement pour prévenir ces accidents-là. Très bien. Et donc, vous avez un travail de coopération avec les autorités locales, les mairies entre autres, ou les structures en charge justement de l'entretien de ces routes. Vous signalez vraiment les anomalies pour prévenir justement les accidents éventuels. Donc, donc l'expertise de la Sûreté nationale en matière de sécurité routière est mise à la disposition de l'ensemble des secteurs qui interviennent pour justement apporter et contribuer à améliorer les conditions de circulation des citoyens. Très bien. Vous avez coutume aussi de lancer des campagnes de sensibilisation quand il y a comme ça recrudescence justement des accidents qui nous placent parfois dans des positions un peu gênantes sur l'échiquier mondial. Donc comment vous procédez? Est-ce qu'il y a lieu actuellement d'une campagne Tout à fait. Donc on a des campagnes de sensibilisation, de prévention que nous entamons chaque année. C'est en fonction de la demande sociétale. Donc la plus grande campagne de sensibilisation que nous menons, c'est envers les enfants, envers les écoliers. Nous prodiguons des cours théoriques et pratiques pour les enfants. Et aussi, on fait de la sensibilisation au quotidien auprès de nos chers citoyens. Nous avons mené... À quelle allure, donc, cette intervention au sein de l'école même? Ils avaient un calendrier pour ça? Bien sûr, on a des cours qu'on donne. On a des cours de la circulation routière, on a des cours de la police de l'environnement, on a des cours aussi sur la cybercriminalité. Donc, on va aux écoles. Il y a des policiers qui vont à l'école, ils sensibilisent les enfants. Donc, avec les 3 cycles, on part même aux universités
pour justement enseigner, donner les préceptes de base de la circulation routière et de la sécurité routière. Très bien. Voilà. Et donc, indépendamment des écoliers, donc eux, ce sont les conducteurs de demain. Mais les conducteurs d'aujourd'hui, vous les touchez comment? On les touche à travers vos émissions, par exemple. Oui. C'est de la sensibilisation. On les touche à travers l'action policière qui est engagée sur le terrain. On les touche à travers la présence policière sur le terrain. On fait aussi des campagnes ciblées. On a parlé de conduite de motocyclette, des poids lourds. On a parlé aussi du port obligatoire de la ceinture de sécurité. On a parlé aussi de campagnes de sensibilisation concernant le port du casque. Donc, c'est des campagnes que nous menons en longueur d'année. Et c'est des campagnes qui sont inscrites dans le temps. Et on fait aussi ce qu'on appelle le retour d'expérience de ces campagnes de prévention. Donc, la prévention, on ne cesse pas de faire de la prévention. Les services de police agissent sur les triptyques opérationnels: dissuasion, prévention et répression du code de la route. Ça me donne justement l'envie de saluer aussi l'effort consenti par les différentes radios locales et nationales qui jouent un rôle important en matière d'apaisement des tensions pendant qu'on conduit et qu'on écoute justement son poste radio et qu'on a des infos trafic en direct. C'est toujours intéressant. Je salue cet effort de la part de nos confrères des radios, des multiples radios qui donnent des informations précieuses, qui nous renseignent sur la densité du trafic et qui nous encouragent à être plus patients, ne pas prendre des risques. Voilà. Pour encourir des risques pour soi, c'est quelque chose. Encourir des risques pour l'autre, c'est très dangereux et c'est pas du tout citoyen, n'est-ce pas? Tout à fait. Donc, vous avez tout résumé, madame, c'est que la conduite est un acte de civisme. Bien conduire, c'est se montrer civilisé. Donc ne pas bien conduire est une incivilité. Il est temps de reprendre les choses en main. L'équation est simple: réduire la vitesse, respecter le code de la route et se montrer courtois sur la voie publique. Voilà, merci infiniment. Donc Rachid Rezli, donc je rappelle que vous êtes commissaire divisionnaire et sous-directeur de la prévention et de la sécurité routière auprès de la DGSN. Donc merci de nous avoir apporté cet éclairage, merci d'avoir rappelé un petit peu ces devoirs citoyens que sont la courtoisie au volant. On ne le répétera jamais assez, il y a des gens qui vous aiment et qui vous attendent en fin de parcours, donc prenez le temps de conduire gentiment, donc en respectant le code de la route, pourquoi pas. Et puis bien sûr, vous arriverez à point si vous démarrez aussi à point. Donc rien ne sert de courir, il faut démarrer et partir à point, mesdames, messieurs. Donc c'était l'adage qui clôt cette rencontre aujourd'hui. Donc je vous souhaite une agréable journée et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Demain, vous retrouverez nous, le Houda Bousgaou, pour le meilleur de l'actualité en matinée. Donc d'ici là, portez-vous bien et à très vite. يحلى حل مذوحي وثقل غنهنا كثير الحالة مذوحي وثقل غنهنا كثير الحالة بس تغيظينك الغير ظلم يقارى الأولا بس تغيظينك الغير ظلم يقارى الأولا ما يهوى يميز مدي غالميري مكي غلوكالا ما يهوى يميز مدي غالميري مكي غلوكالا. Le bonjour d'Algérie tout en couleur avec Cobalt Peinture. Enfin une peinture algérienne aux normes internationales.